Bonjour à tous et bienvenue pour cette interview avec Nicolas Penn, qui est l'un des leaders du développement personnel dans la francophonie. Il est blogueur, il est formateur, il est coach, il est conférencier et sera notamment l'un des 3 intervenants de la conférence Solopreneur 2014. Alors Nicolas, je vais te laisser te présenter parce que tu as énormément de choses à dire. J'aimerais qu'on te puisse te découvrir personnellement, vraiment, où tu habites, ce que tu fais, ce que tu aimes dans la vie et après décrire un peu ton parcours professionnel. Donc salut, bonjour à tous. Alors t'as déjà un petit peu résumé ce que je suis, ce que je fais. Je suis auteur surtout et spécialement formateur, coach et conférencier en PNL, ce qui est la programmation neurolinguistique, et en ce que j'appelle les stratégies de réussite. Avec réussite, précise toujours avec un petit S à la fin, dans le sens où on a toujours plein de des petites et grandes réussites dans la Mhm. vie. Et l'objectif, c'est on souhaite atteindre quelque chose, atteindre un but. Et moi, mon job, c'est d'aider ces personnes-là à atteindre ces buts-là. Et pour cela, donc, je m'appuie de pas mal de choses, de beaucoup d'expériences de développement personnel, un PNL, et puis d'autres thématiques qui sont liées à la psychologie, à l'efficacité. Bref, pas mal de domaines qui sont tous un petit peu liés à ça. Et voilà, donc je fais, dans mon boulot de formateur, je fais des formations de type numérique, donc des formations sur le web, sur différents domaines comme la confiance en soi, la réalisation d'objectifs, l'efficacité. Et également, je fais des formations en présentiel sur Toulouse et Bordeaux, essentiellement, donc dans le sud-ouest. Et là, donc, c'est des formations sur de la PNL spécifiquement. Et voilà, et puis je fais également du coaching, donc j'ai accompagné des entrepreneurs, des cadres supérieurs. Donc voilà, c'est un peu différent des différents aspects, mais tout converge vers la même direction, on va dire. Ok. Alors, ceux qui te connaissent, ils te connaissent comme l'un des leaders du développement personnel. Il n'y a personne en France qui connaît le développement personnel sans connaître Nicolas Penn. Par contre, Je pense, je pense qu'il y en a quand même. en tout cas, ceux qui ne connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas le développement personnel. Quand je leur parle de développement personnel et moi-même, tu sais, on fronce les sourcils, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Est-ce que tu peux parler un peu de ça? Qu'est-ce que le développement personnel? Ah, c'est difficile à dire, c'est très 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 vaste comme sujet. Et ça peut couvrir énormément de choses et Mhm. puis énormément de thématiques. Tu peux partir sur du très concret, du très pragmatique, jusqu'à des choses qui vont la spiritualité ou ce genre de choses. Donc moi, je suis pas du tout sur cette aile-là. Je suis sur une aile assez pragmatique. Je viens d'un univers scientifique. J'ai fait une école d'ingénieur pour tout dire, un calcul scientifique. Puis après, j'ai travaillé pendant quelques années et puis j'avais cette passion qui me dévorait, qui m'a amené à faire du développement personnel, vraiment mon activité principale il y a quelques années. Mais bon, bref, là, je m'égare, hein. C'est pas bien grave. Mais l'idée, en fait, sur le développement personnel, c'est quoi? Ben, juste d'un point de vue des mots, développement. Donc, développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire grandir, s'accomplir, avancer et personnel sur soi-même. Donc, c'est l'idée, c'est un petit peu. Moi, j'apparente ça aussi à la philosophie, dans le sens où la philosophie, c'est la recherche de la sagesse. Le développement personnel, c'est essayer de devenir un meilleur soi-même. Et c'est toutes les stratégies. C'est pour ça que le développement personnel est très large. Être un meilleur soi-même, ça peut être dans différents domaines. Ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue personnel, ça peut être d'un point de vue spirituel, ça peut être dans ses relations, dans sa communication, dans sa confiance en soi, dans ses objectifs, ses accomplissements. Donc voilà, essayer de comprendre aussi qui on est, son profil de personnalité. Donc il y a énormément de choses et c'est pour ça que c'est un univers assez vaste. Hmm. De toute façon, le mieux, c'est d'aller sur nicolapenne.fr et puis vous verrez les articles. C'est très bien écrit et puis c'est du concret, d'accord? Parce que effectivement, il y a beaucoup de choses, mais tout l'idée des formateurs, hein, c'est un peu de vulgariser tout ça et de rendre les choses applicables et concrètes. Alors, Nicolas, j'aimerais savoir comment t'en es arrivé là. C'est-à-dire que tu disais que tu venais d'un milieu universitaire scientifique. Euh, Qu'est-ce qui dans ta vie a fait qu'aujourd'hui tu es formateur en PNL, en développement personnel? Alors en fait, je pense que c'est assez difficile à répondre, mais je pense que j'avais toujours en moi cette recherche, cette quête personnelle, cette quête du dev perso. Pour donner un exemple, le premier bouquin de développement personnel sur lequel je suis tombé, j'avais 17 ans, c'était Pouvoir illimité d'Anthony Robbins.
Et là, lorsque j'ai lu ce bouquin, mais ça m'a fait une claque. Et puis ça m'a fait comprendre que, mais voilà, c'est ce que je pensais intérieurement. Il y a plein de petits trucs que je pensais, tu vois, de façon intuitive. Et là, s'il y avait enfin quelque chose qui était concret, qui était mis là-dessus. Il y a la philo aussi. Quand j'étais en terminale, j'adorais la philo, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et d'ailleurs, je disais, alors, c'est ça aussi qui a été difficile pour moi. C'est difficile, mais je le prends maintenant comme une force. C'est que le problème du système éducatif, c'est que tu es très vite rentré dans une case. Moi, j'étais très, très fort en maths, donc je suis très vite rentré dans la case scientifique. Et déjà en terminale, je m'étais dit, lorsque je finirai mes études, que je travaillerai, j'essaierai d'avoir une licence et un master de philo. Donc c'était tout ça pour dire que ça faisait longtemps que j'étais là-dedans. Puis après, j'ai suivi naturellement une voie scientifique. Puis, comme tout le monde, j'ai eu certaines difficultés dans ma vie. Donc, je me suis remis en question, je suis allé de l'avant. Et j'avais pris cette image un petit peu du phénix qui renaît toujours de ses cendres. Et à chaque fois qu'il renaît, il est encore plus fort. Et je pense que ça a été un des points déclencheurs. C'était il y a très longtemps, c'était il y a une dizaine d'années. Et vraiment, j'ai continué à partir sur cette philosophie-là, d'apprendre de chaque difficulté, d'essayer de toujours avancer, de grandir. Et bien évidemment, je suis revenu sur le développement personnel, sur différents domaines. Et j'ai commencé, je faisais déjà du développement personnel sans lire, sans m'instruire, on va dire, de professionnel. Puis, j'y suis arrivé. Et à partir de 2008, 2007-2008, là, j'ai dévoré peut-être des centaines de bouquins, des formations, des articles, et puis surtout aussi l'autre point important, la pratique. Et à côté de ça, j'ai commencé dans l'univers professionnel en 2005. Donc j'étais ingénieur dans le calcul scientifique, j'ai bossé au CNRS pendant 2 ans, puis après j'ai bossé 3 ans dans la météo océanographique. Mais à côté de ça, je continuais à apprendre, j'avais mon blog, je diffusais l'information, enfin, je récupérais l'information, je testais l'information, et puis après je rediffusais ce que j'avais compris, et le fait de partager, parce que moi j'adore ça, ça fait partie justement, pour en revenir sur la PNL, mais ça fait partie d'une de mes valeurs. Et donc voilà quoi. Donc là, on a un petit chat à côté. Je vous rassure, c'est un chat. D'accord, moi aussi j'ai cru que c'était un chien, oui, effectivement. Il est complètement taré, je sais pas. Bon, je pense que Et ça. alors justement, creusons un petit peu, tu parlais de blogging, de tester, d'apprendre, de redonner, de communiquer, d'interagir. Quel est le rôle du blogging? Quel rôle ça a été dans ta vie professionnelle? Le blogging, alors, euh, il est simple et clair. Le blogging, ça a été mon point de départ. Et c'est par là, vraiment, ça a été mon point d'entrée pour mon business, quoi. Et jusqu'à récemment, même, ouais, jusqu'à très récemment, c'était là que j'ai fait tout, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue entrepreneurial. C'est de là que sont arrivées toutes mes opportunités professionnelles, que ce soit vendre des formations numériques, que ce soit les opportunités pour transformer, faire du physique, faire des conférences, faire des formations. Donc ça a été vraiment le point d'entrée, et c'est grâce à ça que je suis arrivé à ce que je suis ici. Lorsque j'ai créé ma boîte, c'était un des biais essentiels, c'était le blogging, c'était mon blog. Okay. Alors comment tu as démarré? Tu as juste publié des articles au hasard, au feeling, ou est-ce que c'était très stratégique au début? Et comment de ces articles, simplement de personnes qui expérimentent et qui partagent, tu es arrivé à créer des formations en ligne? Alors ça n'a pas été du tout stratégique, et c'est là la difficulté que j'ai eue. Je pense que la difficulté aussi, quand beaucoup de blogueurs qui partent sur un objectif professionnel, c'est que au début je faisais ça pour le plaisir. Donc bien évidemment il y avait une ligne éditoriale, ce genre de choses qui a d'ailleurs bougé dans le temps, ce qui est tout à fait normal et sain. Et le truc, c'est que voilà, c'était l'outil pour acquérir du trafic, pour acquérir du monde, et puis après convertir sur. Au début, c'était des livres. J'avais fait des livres numériques, mes premiers produits que j'ai créés, et ensuite des formations. Et la difficulté, en fait, c'est que donc c'est super pour commencer, c'est un super outil, c'est génial, ça permet d'avoir du trafic, ça permet de faire les choses aussi sans avoir d'investissement de départ, parce que c'est ça qui a été génial quand j'ai créé mon entreprise. D'un point de vue technique, d'un point de vue de ce côté-là, j'ai eu zéro investissement.
Donc ça, c'est vraiment ce qui est génial. Par contre, la difficulté, c'est lorsqu'on part comme moi d'un point de vue, c'est-à-dire on n'a pas une optique professionnelle et on essaie de se professionnaliser. Ce qui a été difficile, c'était de basculer sur le côté je vends des produits. Je passe de Mhm. quelque chose qui est entièrement gratuit à une démarche plus, on va dire, commerciale. Donc ça a été un cap. Puis forcément, il y a certaines difficultés qui sont liées au fait de savoir se vendre, d'avoir confiance en ses produits, d'avoir confiance. Mais ça, c'est justement un point de vue développement personnel, c'est excellent aussi. Mhm. Je discutais avec un ami entrepreneur. Il m'a dit, j'ai fait ma première vidéo de vente là il y a pas longtemps. Je lui ai dit, c'est génial, ça c'est génial pour apprendre quoi. Pour c'est un super exercice, pas évident, très difficile. Et donc, pour en revenir à l'idée, ce qui est difficile une des difficultés d'un point de vue du blogging, c'est que lorsqu'on crée une entreprise, on part déjà avec un business model, avec un produit. Et après, on va tourner tout ce qui est l'acquisition de trafic, tout ça autour de ce produit-là. Et au niveau du blogging, la démarche est différente. C'est que tu pars, bien évidemment, tu as l'idée du produit à l'arrivée, mais tu pars sur le trafic, sur l'acquisition, sur le fait de créer une audience, de mettre ça. Et le produit vient après, vient beaucoup plus tard. Mhm. Donc la bascule est toujours un petit peu difficile. Mhm. C'est juste ça. C'est juste ça au niveau des difficultés que j'ai moi-même rencontrées. Après, au niveau des avantages, c'est clair qu'ils sont géniaux et je suis super content d'être passé par cette voie. Ça, c'est clair et net. Alors, par rapport au fait de vendre sur le web, est-ce que tu as eu un blocage comme beaucoup d'entre nous ont eu, c'est-à-dire faire payer alors que c'est gratuit? Moi, j'ai entendu dire la chose suivante un jour et ça m'a aidé à débloquer. Je suis pas encore totalement débloqué hein, du fait de vendre sur web, mais c'est quelqu'un qui disait si tu as un message, tu as du contenu à faire valoir et que tu as quelque chose à enseigner, c'est de ton devoir de créer une formation et d'aider les gens. Parce qu'un article, ça peut faire réfléchir, quelquefois ça peut nous faire changer des habitudes. Mais une formation, il y a quand même un accompagnement. Donc c'est notre devoir de vendre des produits qui peuvent aider des gens. Est-ce que toi, tu as eu ce blocage et si oui, comment tu t'en es défait? Le fait de vendre sur le Alors, web. pardon, moi, je n'ai pas eu le blocage d'un point de vue de vendre des produits. Ça, pour moi, c'était naturel. C'est un travail que je fournissais, c'était une structuration de contenu. J'y passais beaucoup, beaucoup d'heures. Rien que mon premier livre, ça m'a pris 2 mois de travail acharné, quoi, de A à Z. Donc, partant de ce principe-là, je me suis dit, c'est normal que je sois rétribué pour mon travail. Sûr. Et l'autre point aussi que j'ai toujours gardé en tête, et ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue du développement de mon activité, d'ailleurs, quand j'avais des remarques, parce que forcément, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à payer, qui d'ailleurs sont des personnes qui ne sont pas forcément les plus intéressantes pour soi, ils me disaient, bah, voilà, vous proposez des trucs payants alors que vous pourriez faire gratuit. Mais le problème, c'est que si je ne fais pas ces trucs payants, je ne peux plus faire de gratuit. Parce que, voilà, c'est mon activité professionnelle et j'ai besoin d'en vivre. Et j'ai besoin du payant pour pouvoir délivrer du contenu gratuit et pouvoir continuer à informer et à aider les personnes qui ne peuvent pas se permettre d'investir dans une formation ou quoi que ce soit. Donc, c'est aussi un moteur pour pouvoir préserver, garantir la délivrabilité de mon contenu, du contenu gratuit, du contenu directement accessible après derrière. Donc là, déjà, rien qu'au niveau des blocages, ça, c'était assez clair pour moi. Ça Mhm. s'est même renforcé. Là où ça a été difficile, bien évidemment, comme tout le monde, ça a été le fait de donner une valeur à un produit. Et généralement, il y a les deux torts. Il y a l'ego surdimensionné où tu vas mettre une valeur qui est au-dessus du produit et le cas inverse où tu fais une valeur qui est au-dessous, je vais y arriver, Mhm. au-dessous du produit. Et là, c'est très mauvais aussi, c'est catastrophique. Et j'ai fait cette erreur-là. Parce que si tu mets le prix au-dessous du produit, tu sous-valorises tes compétences, tu sous-valorises tes qualités, tu sous-valorises la qualité du produit. Et en fait, tu poses plus à tort au produit et à toi-même qu'au reste. Donc, Mhm. c'est arrivé à trouver cet équilibre-là. Et, euh, et comment arriver à changer cette bascule-là? C'est de prendre conscience de la qualité du contenu, prendre conscience de ce qu'on fait. Enfin, je sais que toi, tu fais du contenu qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la difficulté, c'est pas forcément de faire du contenu qualité ou quoi, parce qu'on y met notre corps, on y met notre énergie, on est enthousiaste.
mais c'est de prendre conscience de cette valeur-là. Et cette valeur-là, on n'en a pas conscience aussi pour une autre raison, c'est que pour nous, c'est quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui est facile à faire. Mais pour d'autres, c'est quelque chose qui est très très difficile. Donc arriver à... Et c'est un vrai besoin et c'est une information qui a une véritable valeur, une véritable valeur. Et c'est ça, c'est arriver à trouver, à donner de la valeur. Je parle pas de valeur financière, mais donner de la valeur, donner du poids à ce qu'on fait. Et lorsque je regarde mes formations, quand je vois qu'il y a des heures de vidéos, qu'ils ont l'accès à des bonus, à des conférences, genre 2 heures de conférences gratuitement, qu'ils ont accès à des fiches d'exercice, que je suis là derrière pour faire le support et tout ça, eh bien là, tu vois, ça me rassure, ça m'aide à valoriser le contenu. La difficulté, c'est que bien souvent, on se focalise aussi plus sur le format, genre un e-book de 150, 200 pages, ou une formation de quelques heures, plutôt que de se focaliser sur le contenu. Et on attribue la valeur à la durée. C'est sûr que si tu prends... moi, j'ai acheté des formations numériques, j'ai payé plus une centaine d'euros des formations, qui durent moins qu'un film. Donc, si on voit le prix de ces formations, on se dit, si on compare avec un film, on se dit, le film, il dure 2 heures, la formation, elle dure 1 heure et demie, mais t'es complètement taré d'avoir dépensé 100 euros alors que tu peux dépenser 15 euros à un DVD. Mais là, le truc, c'est que moi, les 100 euros, je les regarde jamais. Et des fois, je peux acheter des formations qui coûtent un certain prix et me retrouver avec à prendre une seule idée, quoi. Je fais une formation, j'écoute la formation, et au final, il y a peut-être 5 minutes dans la formation qui m'apportent une idée. Mais c'est pas grave. Je suis toujours content d'avoir acheté ça. Je ne regrette pas mon investissement parce que cette idée-là, bien souvent, c'est ce qui va me permettre de débloquer et de passer au cap supérieur. Et pour moi, le fait d'avancer, d'évoluer et si on va d'un point de vue professionnel, de faire évoluer ma société, mon entreprise, tout ce qui est lié à mon développement personnel et au développement personnel de mon entreprise, on va dire, je le regrette pas parce que certes c'est de l'argent, mais je préfère mettre mon argent là qu'ailleurs et je sais que à long terme ça va être profitable. Donc voilà un petit peu pour expliquer un petit peu plus à longueur la relation à l'argent justement et cette relation qui est très très difficile et qui est, je pense que c'est d'autant plus difficile dans une culture française où on a cette espèce de tabou, cette espèce de difficulté à parler de l'argent et donc voilà, enfin personnellement, donc ça c'est plus mon avis personnel, je trouve qu'on a un rapport malsain à l'argent, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Certains ont un rapport malsain à l'argent d'un point de vue extrême, dans le sens où c'est l'argent qui fait le pouvoir, c'est la recherche de... Et nous, je pense qu'on a plus un côté malsain, mais dans l'autre sens. Donc, c'est toujours pareil, l'équilibre. Alors, j'aimerais que ton expertise, vraiment, c'est dans la PNL et on a prononcé plusieurs fois cet acronyme. Ok, je t'avoue que moi-même, je ne suis pas encore très, très familier avec ce terme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, de quoi il s'agit et comment ce contenu, ce savoir peut nous aider, nous, en tant qu'entrepreneurs, à améliorer notre business? D'accord. Alors, mais, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt parler de la PNL adaptée à l'entrepreneuriat. Parce que ce qui est intéressant, en fait, la PNL, c'est un outil qui a plusieurs objectifs. Et en fait, pour expliquer rapidement l'histoire, c'est 2 personnes, John Grinder et Richard Bandler, qui ont créé ça dans les années 70. Et ils se sont focalisés sur des personnes qui avaient des grandes réussites. Ils se sont dit comment ils font, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a une différence et est-ce que je peux pas reproduire cette réussite-là. Donc il y a une histoire de modélisation des personnes qui ont réussi et arrivé. Et ce qui est intéressant en PNL, c'est que à partir de cette modélisation-là, tu peux l'appliquer à différents domaines. On peut partir du domaine de la thérapie et aller jusqu'à la vente. Donc c'est ça, c'est pour dire que c'est très large. On peut utiliser par exemple tout ce qui est la préparation mentale pour les sportifs, tu utilises de la PNL. Tout ce qui est technique de communication à l'entreprise, tu peux utiliser de la PNL. Tout ce qui est les thérapies plutôt orientées solutions, donc là tu peux te servir de la PNL, et tout particulièrement des parties qui sont liées à l'hypnose ericksonienne. En termes de vente aussi, ça a été beaucoup utilisé. D'ailleurs, ça a été beaucoup utilisé de façon, on va dire, détournée, sans trop de scrupules, ce qui fait que ça a donné une mauvaise image aussi à la PNL. Donc, tu peux l'utiliser dans plein de domaines. Et au niveau de l'entrepreneuriat,
Euh, Alors, juste, excuse-moi, Nicolas, juste de te couper. Est-ce que ouais, tu peux dire, ça correspond à quoi, ces trois lettres l'acronyme, ouais, ouais. bien sûr. Alors l'acronyme, c'est un peu barbare, ça veut dire programmation neuro-linguistique. Donc l'idée de programmation, c'est l'idée d'apprendre, et même on apprend toujours, on développe des croyances. D'ailleurs, les croyances, c'est des apprentissages qui se font et qui se renforcent au fur et à mesure du temps. Neuro, puisque c'est apprendre à communiquer avec notre cerveau. Donc ça aussi, on dit on a un cerveau, mais on n'a pas le mode d'emploi. Mm, Et là, on va essayer de trouver le mode d'emploi pour communiquer avec ce cerveau, pas le rechercher comme tout ce qui est les études neurologiques ou quoi que ce soit. On va pas rentrer là-dedans, juste comprendre comment communiquer au cerveau. Et linguistique, parce que tout ce qui est lié à la communication est nécessaire pour les communications entre individus et communication vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis justement de ce fameux cerveau qu'on a. Donc ça, c'est au niveau de la PNL, donc du mot PNL. Après, moi, je vais reprendre les quatre piliers pour revenir à l'entrepreneuriat. Je vais ok. reprendre les quatre piliers de la PNL. Et ce que j'appelle les quatre piliers. C'est-à-dire, il y a 4 points sur lesquels on va travailler. On va travailler sur les objectifs, sur la communication, sur les états internes et sur les valeurs. Donc ça, c'est toujours des points qu'on retrouve quand je fais mes formations PNL. D'accord. Dès le départ, du début des premiers niveaux jusqu'à la fin, on va toujours travailler sur ces 4 points. On va reprendre chacun de ces 4 points. Objectif, entrepreneuriat, ça parle très bien. Comment définir mon objectif? Quels sont mon objectif? Quelles sont les ressources que je peux avoir pour atteindre mon objectif? Donc avec la PNL, on arrive à aider les personnes. C'est pas nous qui allons donner les outils, nous on va donner des protocoles, ou alors si on est coach, si tu fais du coaching en PNL, tu vas faire un accompagnement pour aider la personne à trouver ses propres objectifs, trouver les ressources dont elle a besoin, sur quoi elle peut s'appuyer pour atteindre ses objectifs. Là, bon, je fais quelque chose d'assez sommaire, mais c'est un peu une des idées qu'on peut utiliser. Communication, là, ça parle de soi. Je crée une entreprise, j'ai plusieurs associés, je vais avoir des partenaires. Il faut que j'ai une communication qui soit propre vis-à-vis, qui soit la meilleure possible vis-à-vis de mes associés et mes partenaires. Je veux avoir des prospects, je veux avoir des clients. Il va falloir que ma communication se fasse de la meilleure façon possible. Donc, c'est très, très important de soigner ma communication. On en a parlé tout à l'heure également, le fait du rapport à l'argent, du rapport à vendre une formation. Là aussi, ça fait partie de la communication vis-à-vis de soi-même, pouvoir communiquer de façon positive et dépasser les blocages. Donc là, ici, on est sur la communication. Ça, c'est donc le second point. Ensuite, on a les états internes. États internes, c'est quoi? C'est les émotions, les sensations, les états dans lesquels tu vas te retrouver. Si tu te lèves le matin, que tu veux bosser sur ton projet, et que tous les matins, tu as cette peur, tu as cette stress, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à tenir ma première année? Est-ce que ça va être possible? Tu vas être dans un état négatif. Et dans cet état négatif, ça va conditionner toute ta journée de travail. Par contre, si tu pars avec un état d'esprit positif, ou si des moments, tu as des baisses de régime, tu commences à douter, et paf, tu arrives à revenir sur un état dynamique positif et dire, bon allez, ça y est, j'ai mes ressources, je suis capable, et retrouver une énergie, une émotion positive, tu vas de suite, la façon dont tu vas travailler va être complètement différente. Ce qu'on dit, c'est que l'état d'être influence nos capacités, ce qu'on va faire, ce que tu vas faire. Donc, la façon dont tu vas être va conditionner, d'ailleurs on le voit toujours, si tu es malade, tu es fatigué, tu vas arriver à rien faire, tu vas être dans un état d'humeur probablement assez négatif, tu vas pas avoir envie de voir des personnes, donc ça va influencer sur sur ton environnement et sur ce qui va se passer autour de toi. Et de même positivement. Et sur les états internes aussi, ça peut être d'autres choses. Par exemple, si un entrepreneur veut aller démarcher les personnes pour lever des fonds, tu vas démarcher les banques et tout ça, il faut que tu sois dans ce bon état d'esprit. Tu vois, un problème, c'est que quand tu es en train d'attendre avant de voir le banquier, tu as le stress, tu pas bien. Enfin, on l'a tous connu quand tu es face à des personnes ou c'est que tu vas faire, par exemple, quand tu fais une conférence, ou quand c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Et là aussi, pouvoir travailler sur les états internes, pouvoir essayer d'améliorer les choses et de faire en sorte de partir avec une énergie positive et dynamique, plutôt qu'avec une énergie de peur, de stress, et puis parler à voix basse et pas oser avancer et dire ce que j'ai à dire. Ça va changer complètement la communication et le rapport aux autres et le rapport de ce qu'on va faire. Donc là, c'est la troisième porte, donc c'est le travail sur ses émotions, sur ses états internes. Et moi, c'est un des points que j'aime beaucoup, qui m'a énormément séduit. Celui-là est le quatrième dont je vais parler en PNL par rapport à tout ce que j'avais appris en développement personnel. C'est que c'est quelque chose qu'on voit très très peu. La communication, tu le trouveras assez facilement.
même si on a des outils qui sont géniaux, qui sont liés justement aux techniques de thérapie, mais aux techniques d'hypnose ericksonienne, justement. Donc la communication, tu trouveras des trucs, mais pas forcément, mais on a d'autres trucs intéressants. Les objectifs, tu trouveras aussi. Et ta interne, ça va être beaucoup plus difficile. Et là, la PNL, tu as vraiment des outils très chouettes et tu as des trucs. Par exemple, la PNL, en termes de thérapie, tu peux arriver à travailler sur des phobies, sur des peurs, sur ce genre de choses. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc là, on sort de l'entrepreneuriat, mais c'est très intéressant. Et enfin, le dernier point, le dernier pilier, c'est les valeurs. Les valeurs, ça, c'est un truc qui est génial. Et en valeur, c'est pas compliqué. Et pour revenir à mon expérience personnelle, je m'en suis rendu compte quand, grâce à PNL, même si j'avais déjà fait le chemin, comme je l'ai expliqué, j'étais dans un univers scientifique. Je bossais en tant qu'ingénieur, mais si je suis parti dans le développement personnel, c'est que j'étais pas accompli. C'est que ça allait pas, c'est que c'était pas ce que je voulais faire au fond de moi. C'est pas ce qui me portait. Après, donc, je me suis lancé dans mon entreprise et là, aujourd'hui, je suis totalement épanoui. Et quand j'ai fait le bilan, quand j'ai cherché quelles sont mes valeurs, je me suis rendu compte qu'à l'époque où j'étais ingénieur, eh bien, il y avait une valeur qui n'était pas respectée. Et ce qui est intéressant en PNL, c'est de connaître ces valeurs, arriver à déterminer ces valeurs et pas dans tous les cas, mais dans certains cas, on se rend compte que tu as tes amis qui te disent mais vas-y, fais ça, tu devrais le faire, c'est bien pour toi, c'est ce que tu dois faire. Et toi, au fond de toi, tu te dis mais non. Et tu sais, tu luttes. Tu luttes parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas la bonne chose à faire. Pourtant, tout le monde te dit mais fais ça, il faut que tu fasses ça. Mais réfléchis enfin. Donc, c'est pas toujours le cas. Oui. Je dis pas, je fais pas une généralisation. Mais dans certains cas, c'est tout simplement qu'une valeur n'est pas respectée. Et quand tes amis te disent de faire ça et que toi, au fond de toi, tu sais très bien que c'est pas ce que tu as envie de faire, c'est que c'est un désaccord avec l'une de tes valeurs. Donc, connaître ces valeurs et savoir quelles elles sont, ça va t'aider à avancer. Et moi, je sais aujourd'hui que ce que je fais, c'est complètement aligné avec mes valeurs. Et bien souvent, j'essaie de me remémorer mes valeurs pour faire en sorte de rectifier le tir ou de voir si elles sont respectées ou pas, et essayer d'aller vraiment au plus en fonction de mes valeurs. Et c'était quelle valeur qui n'était pas respectée dans l'entreprise? Alors moi, c'était la valeur qui était avoir un impact. J'ai une valeur qui s'appelle avoir un impact, qui est de faire en sorte que ce que je fais puisse vraiment avoir un écho, voilà, un véritable écho. Et comme j'étais dans une structure où j'étais un maillon dans une chaîne, ça n'allait pas. Bon, il y avait d'autres choses aussi. Par exemple, j'ai une valeur qui est liée à la contribution. J'ai besoin de contribuer, j'ai besoin d'apporter des choses, j'ai besoin d'apporter du savoir. Et cette partie contribution, elle était plus infime. Et là, aujourd'hui, ces valeurs-là sont complètement respectées. Il y a une autre valeur aussi voilà, il y a une valeur que j'ai, qui est liée au plaisir. J'ai besoin de m'éclater, j'ai besoin de me faire plaisir dans ce que je fais. Et d'ailleurs, on le voit. Ça, c'est quelque chose aussi qui est une constante qui est assez récurrente. On dit toujours dans l'entrepreneuriat, choisissez un domaine sur lequel vous vous plaisez parce que vous allez y bosser pendant quelques années. Si vous faites quelque chose juste pour faire du bise et pour gagner de l'argent, mais sur lequel vous n'êtes pas épanoui, sur lequel vous ne vous plaisez pas, vous n'êtes pas en accord, à un moment, ça va casser. Il va y avoir une cassure. Ok, d'accord. Et donc, c'est cet alignement-là qui est très important. Et puis, d'un point de vue éthique, tu sais qu'au moins, tu fais des choses qui sont en totale corrélation avec toi et tu te poses plus de questions. Ça, c'est génial. Bah, ça fait vraiment du bien d'entendre ces choses-là. C'est comme quand on a fait l'interview avec Jérôme Moirot, c'est que tu mets des mots, c'est que la PNL, ça met des mots sur des concepts, des choses qui sont vagues. Quelquefois, on a l'impression de pas bien faire. Bah, par exemple, moi, je culpabilisais beaucoup de me dire, bah, si une tâche ne me plaît pas, bah, j'ai du mal à la faire. Alors qu'il y a une explication derrière, peut-être. Comme l'éthique, pour moi, c'est quelque chose de tellement important. Et quelquefois, je me dis, bah, si je faisais pas ça, si je faisais moins attention à mon éthique, peut-être que mon business marcherait mieux. Et tu es en train de dire qu'en fait, ça fait partie de nous, c'est des valeurs qu'on a. Et que si on commence à dévier, bah, on va pas être soi-même, il y aura un malaise. Et puis, d'un point de vue du business, ça va aussi se sentir par rapport à notre audience. Donc, on va pas délivrer le meilleur travail qu'on va faire. C'est vrai que pour en revenir à ton cas de l'éthique, ça se sent vraiment que c'est quelque chose qui te touche et qui est très important pour toi. Donc si tu fais quelque chose qui est en désaccord avec ta valeur, au bout d'un moment, mais tu vas le faire et tu vas te dire, ben, c'est toujours pour prendre le cas de l'éthique, tu te dis putain, si je mettais un petit peu entre parenthèses mon éthique, je ferais ça, mais j'aurais des résultats beaucoup plus rapidement.
Mais si tu le fais, après, est-ce que tu seras mieux? Est-ce que tu vas te sentir bien? Est-ce que tu vas te sentir épanoui? C'est ça aussi derrière. Et pour en venir sur les tâches qui ne plaisent pas, alors là, je mettrai un petit bémol par contre, parce que ça, c'est plus ma distorsion efficacité. C'est pas forcément lié aux valeurs, dans le sens, enfin, chaque chose. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment faire la part des choses. C'est-à-dire que tu vas avoir certains blocages, certaines réticences, certaines, oui, voilà, le blocage, tu vas sentir qui va être lié à une valeur, mais pas lié à d'autres choses. Par exemple, le fait de, voilà, se faire plaisir à court terme, tu as envie de te faire plaisir, c'est normal. C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'inconscient. On recherche toujours, on recherche le plaisir, on évite la douleur. Mhm. Donc forcément, tu vas réprimer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir si cette petite tâche, même si elle ne te plaît pas, est-ce qu'elle peut t'apporter une contribution positive sur du long terme? Mhm. Est-ce que ça a un impact positif sur du long terme? Et là, ça peut être intéressant de voir justement et de voir comment on peut gérer cette tâche-là. Si elle n'a aucune répercussion, si elle n'a que peu d'importance, ben là, tu la dégages. Ou alors, tu essayes de la faire le plus rapidement possible. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus en termes de gestion de tâches. Mais je suis content que tu apportes justement cette précision parce que je veux certainement pas faire croire, délivrer comme message que dans l'entrepreneuriat, il faut faire uniquement ce qu'on aime. C'est absolument pas ça l'idée. Mais le fait de savoir que, bon, j'ai cette valeur-là, je suis comme ça, mais en même temps, il faut que que je sois efficace dans son travail. Le fait de se former au PNL, au développement personnel d'une manière générale, bah, on met des mots autour de chaque chose, on se comprend et puis après on peut attaquer. Bah, on va se dire, ok, bon, moi j'aime prendre du plaisir dans ce que je fais, il faut que mon boulot il me passionne, mais en même temps il faut que je travaille. Que je fasse faut que je la fasse cette tâche-là, et ben de connaître les concepts, ça me force à me dire bon, je fais la part des choses, il faut quand même que je travaille maintenant. Donc c'est vraiment important de se former. C'est très souvent sous-estimé tant qu'on ne rencontre pas des problèmes, ben on se forme pas malheureusement. Et puis bah moi je suis super content que tu nous parles de ça. Est-ce que tu as une dernière chose à nous rajouter à ajouter par rapport à la PNL avant qu'on passe à autre chose? Non, pas spécialement, mais c'est intéressant ce que tu dis et c'est l'idée du développement personnel, c'est de toujours avancer. Je sais que de mon côté, tu vois, du début où j'ai créé mon entreprise, même je m'y intéressais bien avant, on va dire, allez, bah, depuis 2008, où j'ai commencé à vraiment travailler sur l'efficacité, j'ai fait un bond énorme en termes d'efficacité. Et si aujourd'hui j'en suis arrivé là où j'en suis d'un point de vue professionnel, c'est parce que justement j'ai fait ces différentes étapes d'évolution et de savoir, et justement apprendre à se connaître, comme tu dis, apprendre à connaître sa personnalité, adapter sa façon de travailler, sa façon de faire à sa personnalité. Par exemple, toi, c'est ce que tu fais déjà. Tu fais beaucoup de vidéos, tu fais beaucoup d'audio, parce que tu es très bon là-dedans. Et tu le sais, c'est un de tes points de force. Et donc, tu mises là-dessus, tu mises sur ces points de force-là. Mais ces points de force-là, si tu ne cherches pas à te connaître, tu ne peux pas savoir quels ils sont. Et donc, tu ne peux pas aller là-dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant. Enfin, voilà. Ok. C'était un petit peu pour résumer rapide. Super, merci. Bah, parlons d'efficacité justement. Je voulais parler d'efficacité, de productivité, plutôt que de te demander les 5 astuces pour effectuer les tâches le plus rapidement. Est-ce que tu peux nous parler de quelques blocages, de quelques mauvais concepts peut-être que tu avais ou que tu as toujours et de ce que tu observes chez les gens? Qu'est-ce qui fait qu'on procrastine, qu'on repousse les tâches au lendemain? Qu'est-ce qui fait que on sait qu'il faut faire quelque chose, mais on ne le fait pas? Et pourquoi on a du mal à prioriser? Quelles sont les principales difficultés que toi tu as rencontrées, que tu as surmontées et que tu vois chez les gens? Alors, ouais, la procrastination, c'est un vaste sujet, donc je vais pas forcément rentrer là-dessus parce qu'il y a beaucoup D'accord. de choses. Il y a des procrastinations sur le choix aussi, des procrastinations sur l'action. C'est-à-dire que des personnes vont avoir du mal à décider des choses et vont être très hésitantes. Et moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis assez Moi non instinctif plus. là-dessus. Mais je pense que ça aussi, d'un point de vue de la personnalité, des profils de personnalité, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais ça va être intéressant. Et par contre, à l'action, moi j'ai eu ce problème-là, et puis je pense que si tu en parles, c'est quelque chose qui t'affecte aussi. J'ai eu beaucoup de problèmes de procrastination. Et donc du coup, j'ai essayé différentes choses.
Bon, déjà, une chose est sûre, la culpabilisation, ça sert à rien. Ouais. Le problème, c'est que c'est inconscient, c'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte et ça amplifie l'impact plus qu'autre chose. Donc, c'est, euh, c'est difficile comme ça de but en blanc de te donner des conseils pratiques parce que je l'adapterai toujours en fonction. Moi, j'ai mis en place, mais d'ailleurs, j'avais mis 2 formations sur le sujet. Une formation qui était sur l'efficacité en règle générale, où je n'imposais pas. Je donnais des concepts, des idées, comment je faisais, des astuces, des trucs à mettre en place. Et je dis toujours de réadapter en fonction de la personnalité. Par exemple, une personne qui est très orientée, très procédure, qui a besoin que les choses soient claires, carrées, quelque chose comme, alors on parle la fameuse méthode GTD, Mm. même si je connais personne, je suis pas du tout fan, je suis pas l'ami de la GTD, même si ça m'a apporté des trucs, mais même si je connais personne qui n'a réussi à mettre en place la GTD, euh, là déjà je vais je suis pas, on va dire, je suis pas positif du tout. Non, mais je te comprends, hein. Moi, lire le livre, faut une méthode pour déjà lire le livre tellement il est Ouais, dense. c'est Vas-y, ça. continue. Mais si quelqu'un est très structuré, travaille très sur la procédure, cette typologie, cette forme de méthode va être très utile pour cette personne. Par contre, une personne qui est comme toi, qui est plutôt créative, qui est plutôt instinctive, il va falloir gérer là-dessus. Parce que si on t'impose quelque chose de très carré, de très Formalisé. procédurier, Mm. très formalisé, eh bien, tu vas jamais le tenir. Tu vois, au bout d'un moment. Et moi, c'est pareil. C'est quelque chose de très formalisé. Je vais jamais le tenir. Par contre, j'ai mes routines, j'ai créé des habitudes et j'ai une façon de travailler qui est liée justement, qui est adaptée en fonction de mon caractère, de ma façon de faire. Et pourtant, c'est quelque chose de très structuré, mais qui garde quelque chose de simple, Mm, mm. la façon de travailler. Et ce que je fais, je peux donner un exemple, ça c'est une des habitudes que c'est tous les jours, j'ai mon petit carnet, j'ai pas de to-do list générale, mais tous les jours, je vais déterminer les 2, 3 tâches importantes que je dois faire dans la journée. Et je vais les faire en début de journée. Et vraiment, je dis bien importantes, pas urgentes. Mm, mm. C'est les choses qui vont apporter une plus-value sur du long terme. Et c'est ça sur quoi je me focalise. Et après, je me rajoute des tâches, ce que j'appelle donc 2, 3, 0 à 3, en général, je dis, tâches secondaires. Donc, c'est des petites tâches. Et ces tâches-là, c'est que du bonus. C'est-à-dire, tu fais les 3 tâches importantes, les 2, 3 tâches importantes, tu as fait ta journée. Et si tu arrives à faire les tâches secondaires, eh bien, tu prends ça comme du bonus, comme la cerise sur le gâteau. Donc, ça, c'est ce que je fais sur la journée. Et après, j'ai aussi une vision sur le mois, où tous les mois, je définis, donc là, je pourrais rentrer un petit peu plus dans les détails, mais tous les mois, je définis quels sont mes gros projets. Donc j'identifie et j'ai toujours un projet principal sur lequel je travaille pendant... en fait, moi, je travaille vraiment par focus. Et ça aussi, d'ailleurs, ma formation de l'abandon à la réussite, elle traite que sur la théorie, toutes les techniques pour être focus, concentré. Mhm. Et l'idée, en fait, le concept, c'est surtout quand tu es entrepreneur, tu as beaucoup de choses ça et là. Et l'idée, c'est tu vas te focaliser sur un projet. Tu vas pas laisser le reste, mais tu vas avoir un projet prioritaire pendant quelques semaines. Ok. Pendant quelques semaines, tu vas aller à fond sur ce projet. Mais il faut que ce laps de temps soit pas trop long. 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça dépendra de chacun. Et tu veux te focaliser à fond là-dessus. Tu marches à fond. C'est-à-dire que tu vas mettre le maximum de ton énergie sur ce projet-là pendant ce temps-là. Ça t'empêche pas de faire le reste. Mais le reste, c'est secondaire, comme on dit, pendant cette période-là. Et après, une fois que tu as fini, bah, tu relâches peut-être un peu la pression et tu attaques un autre projet. Et en fait, tu as une pile de projets et tu mets celui qui te semble le plus important et celui qui a le plus de valeur à l'instant T donné en haut de la pile. Là, par exemple, tu vois, j'ai fait au début, sur le début du mois, j'étais le projet qui était en haut sur ma pile, sur le haut de ma pile, c'était les conférences que j'ai données en PNL. Donc j'ai boxé là-dessus, donc j'ai fait une conférence web, j'ai fait des conférences sur Toulouse, sur Bordeaux, j'ai développé pas mal de choses autour de ça, et ça a été le projet sur lequel j'ai bossé à fond. Et là, pendant ça, ouais, c'était sur 10 jours. Sur 10 jours, c'était le haut de ma pile, et c'était Mhm. ça sur lequel je focalisais mon énergie. Bien sûr, je travaillais sur le reste, mais c'était secondaire. Et là maintenant, c'est fini.
paf, j'en parle plus. Ça dégage. Du moins, ça va pour plus tard si je veux retravailler dessus. Mais là, je mets un autre projet sur la pile. Et je travaille à fond là-dessus. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est une méthode que je recommande de faire. C'est pas mal parce que la difficulté, c'est qu'on peut très vite, et la procrastination, c'est ça aussi. Il y a aussi une histoire de choix. C'est plus tu as de choses à faire, plus tu as d'activités, et plus... Alors, avec le choix, tu as deux choses. Et tu as des études qui ont été faites là-dessus. C'est que plus tu as de choix, plus tu vas avoir de difficultés à choisir. Et plus tu vas procrastiner. C'est comme les menus, les cartes de menus dans les restaurants chinois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu as un menu, si tu as un resto où tu as trois entrées, trois plats, trois desserts, ça va être facile de choisir. Et par contre, comme tu dis, si tu as des menus sans fin avec 6 pages, un format A3, allez là, faire un A3, là c'est impossible. Mais c'est vraiment ça l'idée du choix. Et donc du coup, quand tu es dans le resto, ben forcément à un moment il faut que tu viennes, il faut que tu arrives à choisir. Et bien souvent, tu as l'élément déclencheur. Tu as la serveuse qui arrive, bon, vous avez choisi. Et là, tu n'as plus le choix. Enfin, tu n'as plus le choix, mais tu es obligé de dire quelque chose. Mais dans le contexte de la vie réelle, on n'a pas forcément la serveuse qui va venir à la fin pour te demander ce que tu as choisi. Donc tu hésites jusqu'au moment où tu fais rien. Et plus tu as de tâches, donc ça c'est un concept, si tu le ramènes au projet et aux tâches, plus tu as de tâches, plus tu as de trucs à faire, dispersés partout, et plus tu vas avoir de difficultés à choisir. Et naturellement, comme on déteste la douleur et on adore se faire plaisir, on va aller voir quelles tâches, les tâches les plus agréables. Et donc du coup, c'est pour ça que tu vas taper sur les tâches les plus agréables. Donc une des techniques, il y a beaucoup de choses, mais moi ce que j'enseigne beaucoup sur la focale, sur le focus, sur de l'abandon à la réussite, sur ma formation, c'est de déjà faire du ménage sur les projets. Est-ce que tu peux lister tous les projets que tu as actuellement? Les projets. Donc déjà, la plupart des personnes ne peuvent pas forcément. Déjà lister les différents projets, donner une ordre de priorité sur ces projets-là, et après, ceux qui sont en bas de l'ordre de priorité, est-ce qu'on ne peut pas les dégager? Est-ce que si je laisse tomber ce projet-là, bon bien sûr, on ne va pas le laisser tomber du jour au lendemain. Il faut peut-être un petit temps, le temps que ça écoule, ou le laisser pourrir, comme on dit. Mais est-ce que si je laisse pourrir, est-ce que ça va avoir un impact sur ce que je fais? Est-ce que ça a un impact dans ma vie professionnelle? Est-ce que ça va avoir un impact dans ma vie personnelle? Est-ce que je vais regretter de l'avoir laissé tomber? Et on se rend compte qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut faire dégager. Et là, déjà, au lieu d'avoir 8 projets, on s'en retrouve avec 5. Déjà, c'est beaucoup plus facile de gérer. Si tu priorises, si tu mets un petit peu un projet en haut de la pile, tu vas plutôt te focaliser, tu vas dire, voilà, pendant 15 jours, 3 semaines, bon, le projet 2, il me plaît, mais là, aujourd'hui, je me focalise sur le projet 1. Tant que j'ai pas fini le projet 1, je vais pas aller à fond sur le projet 2. Allez, bon, c'est quoi? Une semaine, 15 jours. Allez, bah, on peut le faire. Et là, du coup, c'est plus facile. Et donc voilà, il y a plein de petites techniques en procrastination. Il y a beaucoup de choses. Il y a un travail sur l'état d'esprit, sur la psychologie, tu vois, sur les états internes aussi, on en revient à la PNL. Mais il y a aussi des petites méthodes qui permettent de leurrer un petit peu le cerveau et de faire en sorte de t'aider, de faire du ménage et de faire face aussi à ce qui est cette difficulté qu'on a, c'est qu'on a une surabondance d'informations, de choses à faire. On est aussi dans une société où c'est très difficile d'arriver à se concentrer, quoi, à faire les choses. C'est ça aussi, quoi. Alors, tu nous as donné beaucoup d'éléments, Nicolas, et puis merci. Ça rejoint vraiment encore le fait qu'il faut travailler sur soi-même. Et beaucoup de blogueurs se lancent dans le blogging et réfléchissent comment faire du trafic, gagner un peu d'argent avec l'affiliation, tout ça c'est important. Mais il y a quand même un travail sur soi-même à faire. Et qu'est-ce que tu recommanderais à un blogueur qui travaille 10-15 heures seulement par semaine sur son blog, mais qui aurait 1 ou 2 heures à dédier à son développement personnel? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Alors déjà, s'il travaille 10-15 heures sur son blog par semaine, donc d'aller à l'essentiel. De vraiment toujours, à chaque fois, et là c'est plus d'un point de vue efficacité, mais je pense que c'est important de le dire, de s'orienter sur les choses qui vont avoir un impact sur son activité. Déjà, savoir ce qu'il veut, savoir l'objectif. Ouais. Quel est l'objectif? Clarifier au maximum l'objectif
Et une fois que cet objectif est clarifié, bien qu'ils peuvent bouger au fur et à mesure du temps, et ce qui est tout à fait logique, naturel, donc faut pas rester bloqué avec une idée et ne jamais la bouger, sinon ça aussi c'est une erreur. Donc bien clarifier cet objectif-là et mettre pendant ces 15 heures de travail, à mettre en place les bonnes méthodes, les bonnes choses, les bonnes actions pour atteindre cet objectif. Et parce que la difficulté aussi du blogueur, c'est que, et moi je l'ai vu et je l'ai vécu aussi, c'est qu'on peut très vite se disperser sur beaucoup de choses. Et sur des choses qui sont pas forcément importantes. Quand tu vas passer, je sais pas, je dis une bêtise, mais quand tu vas passer, tu vois là, t'as 15 heures à travailler dans la semaine sur ton blog, et tu vas passer 2 heures ou 3 à chercher le meilleur plugin pour afficher de façon sexy tes commentaires. Ça va pas. Donc voilà, c'est des trucs comme ça, mais on s'en rend pas compte parce qu'on est dans le feu d'action. Donc ça, c'est d'un point de vue du blogging. Après, d'un point de vue du développement personnel, je pourrais donner 1001 conseils. Ce que je donnerais comme conseil, c'est déjà savoir qu'est-ce que la personne souhaite améliorer. Ça aussi, c'est très PNL. C'est tu as un état présent et il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui sont pas forcément exceptionnelles, mais tu t'en contentes. Et t'as pas forcément besoin d'aller le changer ces choses-là. Par contre, tu as d'autres choses sur lesquelles tu les fais aujourd'hui, mais ça te plaît pas, ça va pas, parce que tu sais que ça te pose des soucis. Donc déjà, identifier ces problématiques-là, ces points sur lesquels il y a un souci, sur lesquels les personnes ont envie de s'améliorer. Et ensuite, une fois clé, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de la confiance en soi, ça peut être de la communication, ça peut être l'efficacité, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Une fois qu'on a trouvé, définir l'objectif à atteindre. Et quand on aura défini l'objectif, là, on cherche les ressources. Et les ressources en termes de développement personnel ou d'autres choses. Donc ça, c'est important. Et un dernier point aussi pour aller, donc là, tu vois, rien que cette heure-là, mais déjà commencer à définir ça, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on recherche, quelles sont les ressources que je souhaite avoir, où trouver les ressources. Et une fois qu'on a trouvé les ressources, ben, bien évidemment, les consommer, mettre en application, bon, le grand classique, quoi. Apprendre l'information, la mettre en application et tirer un résultat de ça. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que je peux améliorer les choses? Et après, on revient sur une phase d'apprentissage et de mise en application différente. Donc là-dessus. Et le dernier point pour revenir aux 15 heures de blogging, par exemple, aux 10-15 heures, c'est quelque chose c'est une erreur que j'ai faite. Donc c'est une erreur que j'ai faite en tant que professionnel pendant mes premières années d'activité. Et quand j'ai changé cette erreur-là, ça a vraiment changé radicalement les choses pour moi. Et cette erreur, c'était quoi? C'est de ne pas attribuer de temps à la réflexion. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que... alors moi, je suis quelqu'un de très... forcément, comme toute personne qui a son business, toute personne passionnée, j'ai mon cerveau qui réfléchit sans arrêt à différentes idées, différents trucs, différentes choses. Quand je vais courir, le week-end, quand je suis en vacances. Mes meilleures idées, je les ai toujours quand je vais courir ou quand je suis en vacances. Moi, c'est sous la douche. Sous la douche, ça marche bien, ça, c'est génial sous la douche le matin. Mais il y a des raisons à tout ça, mais bon, on va pas rentrer dans le détail là-dessus. Mais tu vois, ça c'est une chose, mais prendre du temps de se poser avec une feuille blanche et structurer les choses et noter. Et moi, c'est ce que je fais, c'est une procédure. Je passe au moins 1 heure par semaine où je vais sortir de l'ordinateur, prendre mon papier et me focaliser sur une partie de mon business. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être le trafic, ça peut être l'écriture d'articles pour en venir à des exemples de blogueurs, ça peut être la création de produits, ça peut être améliorer son taux de conversion, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être essayer de faire des partenariats, essayer de réfléchir à des idées qui soient plus prospères sur du long terme, redéfinir la ligne éditoriale de son blog, trouver sa cible. Il y a pléthore de sujets. Le problème, c'est qu'on ne prend jamais le temps de se poser et d'y travailler dessus. On est tout de suite dans l'action. Tu vas arriver, paf, je me lève, j'allume l'ordinateur, je regarde mes mails, mes commentaires, je regarde si j'ai un peu plus de trafic sur le blog aujourd'hui. Non, moi je fais pas ça. C'est vrai que ça te parle aussi. Et à la fin de la journée, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait finalement?
Voilà. Ouais. Déjà, quand tu y réfléchis, si le tort, moi je le fais plus, mais le tort classique du blogueur, c'est je me lève, je regarde mes mails, je réponds un peu aux mails ou pas, c'est des mails chiants, mais je vais pas y répondre de suite. Ensuite, je vais regarder mon trafic. C'est jamais, peut-être que l'algo de Google a changé, peut-être que je vais avoir un pic de trafic. Ou alors, putain, il faut vite, vite, vite. Si on est dans la peur, vite, 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 il faut que je regarde. J'espère que je suis pas encore tombé. Ouais. Ça parle à tout blogueur. Ouais. Et ensuite, ben, il faut quand même que je regarde dans les réseaux sociaux. On sait jamais si j'ai eu un message dans la nuit, si j'ai eu un commentaire, ou quoi que ce soit. Ouais. Et quand on fait ces trois activités, qu'est-ce qu'elles apportent d'un point de vue du business? Ouais. Pas Qu'est-ce grand-chose. que Répondre aux mails, c'est pas urgent. C'est urgent, oui et non. Je veux dire, ça peut atteindre dans une activité de blogueur, même quand on a un service client, ça peut atteindre 1 heure ou 2 heures. Mm, mm, mm. On est d'accord. Le trafic, donc ça, c'est plus la peur, c'est plus le stress, c'est plus, Ouais. voilà, c'est plus lié à ce genre de choses. Mais avec un peu de discipline, on peut arriver à ne plus regarder ses stats tous les jours. Et aussi, autre point sur les stats, c'est une activité passive. C'est-à-dire que tu regardes tes courbes. Tu n'as aucune activité Mm, dans tes mm. courbes-là. Donc, c'est du temps perdu là-dessus. Et les réseaux sociaux et Facebook et tout ça, ben, on sait tout ce que c'est. Ça peut atteindre, et là, ça peut atteindre encore plus. Donc là, déjà, rien que là, en éliminant ces trois, ou du moins en les décalant dans la journée, eh bien, au lieu de faire ça le matin, mais je vais me focaliser sur une activité importante. Je dis au moins, je vais y travailler un quart d'heure. Je travaille un quart d'heure. Des fois, un quart d'heure, ça veut dire une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et voilà, je regarde ma montre. Il est, je sais pas, 9h, ça dépend à quelle heure on commence, 9h30, 10h, 10h30, 11h. Putain, je suis content, j'ai fait tout le travail de la journée. Mm, mm. Et ça, Et, c'est agréable. Ouais. et voilà, et là, c'est plus le plaisir. Plutôt que de se dire, ah, putain, j'ai toujours pas attaqué, putain, vite, 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 et on se retrouve à Ouais. 4 heures de l'après-midi à travailler sous Ouais. stress et à finir super tard. Donc voilà, c'est des petites idées. Alors Pour Nicolas, on pourrait parler de tellement d'autres choses, hein. Moi, je parce t'ai que là, dit, je crois j'ai qu'on une a un liste de peu. questions, mais je suis content. Non, mais je suis content qu'on ait pu appuyer sur ces points-là. Moi aussi, j'ai appris pas mal de choses. Et il y a des curieux parmi nous, et moi-même, je le suis. Et puis, c'est pas simplement de la curiosité. Je pense vraiment que ça nous apporte quelque chose. C'est de savoir comment fonctionne ton business, tes sources de revenus, comment tu gagnes de l'argent sur le web. Alors, très rapidement, jusqu'à il y a quelques mois, je gagnais, on va dire, 100% de mes revenus étaient sur le web. Donc, c'était quoi? C'était la majeure partie, on va dire à peu près, que je dise pas de bêtises, mais 80-90% de mes revenus viennent de l'activité qui est générée via le blog. Enfin, je vais pas parler du blog en particulier, mais de nicolaspen.fr, de cette Mm, activité-là. Parce qu'il y a les à côté, et donc à peu près 90%. Alors, c'est quoi? C'est essentiellement mes formations, mes méthodes, ce genre de choses. Euh, Tu fais de un petit, l'affiliation ou pas? Du ouais, sponsoring, non? je vais y revenir. Je fais de la. Alors, je vais pas dire que je vais y revenir parce que je vais avoir plein de requêtes, alors que j'ai déjà. Bip! Non, 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 je vais y revenir, mais la liste est déjà faite. C'est-à-dire Ok. que je vais faire un petit peu d'affiliation sur des personnes que je connais très très bien et des produits d'excellente qualité que j'ai envie de promouvoir et qui seraient en accord avec ma liste et tout ça. Là aussi, on en revient avec les valeurs. Donc voilà, un petit peu de l'affiliation, mais c'est vraiment très infime. D'Amazon avec Kindle aussi, c'est très infime, c'est pas mon cœur d'activité. Donc ça aussi, moi je suis un formateur. Je suis un coach et formateur. Donc du coup, je me focalise à fond sur ce que Bien je sûr. sais faire de mieux. Donc la formation, donc un peu d'affiliation, un peu de Kindle. Bien évidemment, j'ai du coaching aussi. Donc je suis contacté pour ça aussi. Même si c'est une activité qui est quand même sur laquelle je décide du temps que je veux accorder à faire du Mm. coaching. Ça, et puis aussi, on avait acheté avec deux associés, on avait acheté il y a quelques années un plugin qui s'appelle WordPress, enfin acheté le fonds de commerce d'un commerce, un plugin WordPress qui s'appelle WP Subscriber, qui Mhm. fait des pop-up. Donc là, ça marche toujours et j'ai encore une source de revenus qui vient de cette Mm. activité-là.
super. Mais voilà, grosso modo, j'ai dû en Ok. oublier. Je Et dois donc, avoir tu fais de quelques la petits formation aussi IRL, présentiels. d'accord, en Voilà, présentiel. présentiel. Je fais du présentiel. Alors là aussi, je pourrais dire que ça vient des revenus du blog, puisqu'il y a une partie de personnes qui viennent sur mes formations qui sont passées par mon blog. Mais le message que je veux faire passer, c'est que il est possible de... Moi, ça a été un choix. C'est un choix, c'est un besoin, c'est une envie. J'ai besoin d'être au contact, j'ai besoin de faire du relationnel. Je me suis rendu compte que j'adore faire des webconférences, mais faire une conférence en présentiel, putain, je devrais pas dire putain, mais bon, ça Non, non, t'inquiète. c'est l'expression toulousaine, Ouais, mais c'est un kiff total pour moi. ouais, ouais. Le présentiel, faire des formations, j'adore ça. Et je sais, c'est un exercice qui me plaît, sur lequel j'ai quelques points de force. Donc, c'est pour ça que je vais aussi là-dessus. Mais voilà, c'est pour bien préciser que ce n'est pas une nécessité, comme certains, tu vois, ou comme au début, parce que comme tout le monde au début, il a fallu que que j'arrive à joindre les deux bouts. Et j'avais fait quelques prestations, c'était plus orienté marketing à l'époque. C'était au tout début, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et donc voilà, là à l'époque c'était parce que voilà, c'était le temps que mon business se mette à tourner et tourne tout seul. Mm. D'ailleurs, la meilleure pour moi, la meilleure décision que j'ai prise, et là on en vient au focus à la bonne nouvelle, à la réussite, la meilleure décision que j'ai prise, c'est le jour où j'ai arrêté de faire ces prestations à côté. Et je me suis focalisé à 100% sur mon business. Ok, Euh, donc voilà, enfin, tout ça pour dire qu'il est possible de vivre à d'accord, 100% de son business. d'accord. Donc je m'éparpille toujours, je vais toujours un peu dans tous les sens. Non, non, mais t'es La un durée de passionné, l'interview. je sais ce que c'est, et puis oui, C'est vrai. t'as tellement de choses à nous apporter. Alors moi, j'aimerais juste avoir un peu ton avis sur, tu sais, il y a Guy Kawasaki qui a écrit un livre qui s'appelle Ape, qui est l'acronyme de Author, Publisher and Entrepreneur. Donc en gros, il parle d'une nouvelle génération de personnes qui vient, qui sont solopreneurs et qui sont auteurs. Plus, je sais pas, non, c'est plus un éditeur, d'accord, un producteur, auteur, producteur et entrepreneur. Donc c'est un peu ce que tu es. Tu es auteur, tu publies du contenu, ok, tu es créateur de contenu et tu es entrepreneur. Est-ce que parle-nous un peu du plaisir que tu prends à vivre la vie que tu as, parce que tu vis réellement de ta passion. Ah oui, je m'éclate. Ouais. Non, je m'éclate. Bon, et bien évidemment, après, tout n'est pas rose. Et il y a forcément des choses voilà, qui me font chier. Voilà, il y a Bien des sûr. activités des activités qui sont pas forcément plaisantes. Mais comme tout le monde, comme tout business, il y en aura toujours de toute façon. Mais c'est quand même assez réduit. Comparativement, moi, ma journée de travail, je vais faire peut-être 80%, pour prendre une petite allégorie à Pareto, je vais faire 80% de choses qui me plaisent pour 20% de choses qui me plaisent pas. Mhm. Ça, déjà, il y a pas beaucoup il y a très peu de personnes qui font ça. Après, en termes d'efficacité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours posé des cloisons entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ben voilà, je suis pas l'entrepreneur qui bosse soir et week-end. Mhm. Moi, j'ai mes soirées. Si j'ai envie d'aller courir, me faire un footing à 2 heures de l'après-midi, ou me faire une sieste à 4 heures de l'après-midi, je la fais. Mhm. Mes soirées, en général, ça peut arriver que je finisse tard, mais 8 heures du soir en général, c'est bouclé grand max, mais c'est vraiment la limite haute. Et le week-end, avant, je bossais un petit peu le samedi matin, je ne bosse pas le week-end. Ok. Et, euh, et pourtant, ça m'empêche pas de m'en sortir, de bosser tranquillement. Et puis même, c'est pas du boulot. Pour moi, c'est du plaisir. Ouais. Là, je vais faire 3 jours de formation. Je vais donner donc 3 jours de formation base PNL à Toulouse la semaine prochaine. Ça va être 3 jours de plaisir, quoi. C'est génial. C'est ça qui est génial. C'est génial. La conférence qu'on va faire quand on sera à Paris avec toi et Rémi, ça va être du plaisir. Ça va être Ouais. une journée de plaisir, quoi. Et c'est ça qui est chouette, quoi. Alors justement, est-ce que tu aurais un dernier encouragement à donner aux solopreneurs, à ceux qui veulent utiliser le blogging pour développer leur business? Parce que tu as eu beaucoup de boulot jusque-là, tu es arrivé à un point où tu es quand même assez satisfait, tu es satisfait de ta situation. Un conseil qui pourrait aider des passionnés, des solopreneurs à atteindre ce point plus rapidement?
Euh, c'est difficile. Alors, je pense que les conseils que j'ai donnés en amont tout à l'heure, l'histoire de se poser sur son business, tout ça, de prendre du temps, d'écrire, prendre un papier, un crayon, sortir de l'ordinateur et écrire. Je pense qu'à mon avis, c'est le meilleur conseil pour essayer d'accélérer, de booster son business. Parce que D'accord. là, on est face à la feuille blanche et prendre du recul, prendre de la hauteur. Après, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est le conseil qui est, à mon avis, le plus important dans cette activité-là, surtout sur le blogging, parce que, il y a un beau miroir aux alouettes. Le blogging, c'est facile, c'est cool, c'est Mhm. chouette. Donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, et voilà, voilà, je dis aujourd'hui, ça se passe bien, mais ça n'a pas été facile tous les jours. J'en ai chié, j'ai douté. J'ai eu des périodes qui ont été assez difficiles. Et pourtant, j'ai pas lâché prise. C'est ça l'idée. C'est La difficulté, en fait, elle est là. C'est ne pas lâcher prise, mais en même temps, savoir se remettre en question. C'est-à-dire que avoir un objectif, mais des fois, certains sont entêtés, sont butés. Et ils, ils sont il y a un mur devant eux, et ils continuent à avancer, et ils vont se prendre le mur. C'est obligé, parce que ils rectifieront pas le tir. Et le jour où ils se prennent le mur, ça fait très mal. Il y en a d'autres, pour reprendre toujours la même allégorie, il y a toujours le mur, même un mur, et ils avancent. Et la plupart du temps, ils abandonnent avant d'aller jusqu'au mur, parce que c'est loin, hein. Et, et, et là, c'est tout ça l'idée sur le blogging. C'est vraiment ça. Tu t'imagines pas, même toi, ça fait un bail que tu es sur le blogging. On en a vu passer un paquet, hein. Ouais, ouais. On en a vu passer un paquet, mais il y en a très très peu qui sont restés jusqu'au bout. Et, euh, et donc, il y en a beaucoup qui abandonnent très tôt. Parce que, forcément, il y a un moment où ça va être difficile. Il y a un moment où ça va être dur. Il y a un moment où, moi, ce qui m'a fait, c'est que c'était mon désir, mon objectif était plus fort que mes peurs. Ouais, super. Et c'est ça qui m'a fait avancer. Et pour reprendre l'histoire du mur, toujours, il y en a qui vont avancer. Mais moi, j'avais un objectif au début. J'ai pas honte de le dire. J'avais un objectif. Mais si je continuais à avancer tout droit, je prenais le mur aussi, hein. Je le Mhm. prenais, c'était clair et net. Et le truc, c'est que de temps en temps, c'est que je me suis toujours remis en question. J'ai toujours repositionné. J'avais l'objectif qui était là, j'étais là. Puis là, on va dire, là, il y a le mur. Si je Mhm. continuais comme ça, je prenais le mur. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, attends, là, ça va pas trop. On va essayer d'aller un peu comme ça. Mhm. On va aller comme ça. Hop, là, il y a un mur aussi. Alors, il y a un mur ici, il y a un mur là. Bon, c'est pas très facile à Si, faire. si, je vois, je vois. Et il y a un mur des deux côtés. Ah, je vais rectifier. Finalement, je passe entre les deux murs. L'objectif, il est là. Mais en cours de route, je me suis rendu compte que même si j'ai passé les deux murs, c'est pas forcément. L'objectif initial, c'est pas ça que j'avais visé. Et maintenant que je vois plus les deux murs, eh bien, je me rends compte qu'il y a d'autres opportunités autour. Il y a d'autres objectifs. Et en fait, celui-là, c'est ça que je voulais, mais je le savais pas à l'époque. Mhm. Donc, je vais aller vers là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours se, se faire ce travail de se remettre un petit peu en question, d'avoir un minimum d'humilité pour se dire, voilà, est-ce que je vais dans la bonne voie? Est-ce qu'il y a besoin de rectifier le tir? Et toujours garder confiance au fait que, voilà, que on sait que c'est ça qui est bon et c'est ça qui est sain et je vais vers ça. Et là, ça peut aller. Super, Voilà. merci Nico. Ah ouais, cette image avec le mur, c'était génial. C'était Ouais, génial. c'est sorti de nulle part, mais je suis content de moi. Ah, bon, tu t'oublies pas de dire que la première fois, tu l'as C'est trouvé clair. durant l'interview avec Mugen. Euh, merci Nicolas. Et comme tu Avec l'as un dit, hein, plaisir. ce sera un énorme plaisir et un privilège de t'avoir à la conférence du 19 avril. Donc, est-ce que tu peux parler de ton Partagé. intervention? Donc, le 19 avril 2014, pour ceux qui ne savent pas, il y aura la conférence aux preneurs, une conférence destinée aux blogueurs qui veulent vraiment vivre de leur passion. Et toi, tu vas intervenir sur le triangle psychologique Le triangle de la réussite, en de la fait. réussite. Ouais. C'est triangle stratégique. Triangle stratégique, c'est-à-dire que je vais parler de deux choses dans la conférence. Alors Mm, ça, j'en ai pas parlé du triangle stratégique ici parce que c'est quelque chose sur lequel on va rentrer bien en détail. mm, Et là, en fait, on va soulever le capot de mon activité et expliquer de façon concrète ce qui marche et pourquoi ça marche. Et le triangle stratégique, c'est ça, c'est 3 points. Il y a 3 piliers. Comme je vous avais parlé tout à l'heure en PNL de 4 piliers, un business, sur l'activité et tout spécialement sur l'activité de créateur de contenu. Même ça peut s'adapter à beaucoup
à quasiment tous les domaines. Et il y a 3 piliers. Et ces 3 piliers-là, la plupart des gens ne les connaissent pas, les blogueurs. Et bien souvent, on travaille que sur un des 3 piliers, ce qui fait que le triangle est déformé. Et on oublie les deux, et ce qui fait que ça marche pas. Ben, le fameux mur. D'accord. C'est si on n'arrive pas à équilibrer les choses, eh bien, on se prend le mur. Et donc, je vais expliquer quels sont ces fameux 3 piliers, qu'est-ce que c'est en détail, et pourquoi, comment arriver à se focaliser. Tout à l'heure, on parlait d'efficacité, de se focaliser sur ce qui a vraiment de l'impact, et comment faire pour justement faire en sorte de se focaliser sur ces 3 piliers et pas un truc qui a rien à voir et qui n'apportera jamais rien. Comme pour reprendre l'exemple des plugins WordPress pour faire des jolis commentaires. D'accord. Ça va pas apporter forcément sur ces 3 piliers. Donc ça sera la première partie sur laquelle on va rentrer vraiment en détail d'un point de vue entrepreneurial, on va dire, entrepreneurial et entrepreneur du web. Ça va vraiment spécialisé. Et après, à la suite, on va aller également plus loin sur, là j'ai déjà donné quelques idées, mais sur les conseils pour les bons états d'esprit pour arriver à tenir jusqu'au long terme, ne pas se prendre les murs et garder l'effort. Donc des conseils vraiment spécifiques. Et à la fin aussi, ça je t'en ai pas parlé, Ah, mais je réserve aussi une petite surprise, un petit cadeau PNL qu'on fera, un petit exercice qu'on va faire tous ensemble. génial. Et ça va, je pense que ça va être chouette. Ça va être chouette. Ok, super, Ça sera la super. surprise. Mais merci Nicolas Avec plaisir. de participer à cette conférence et je suis sûr que justement tu vas apporter énormément et en plus de ton intervention tu vas offrir euh, pour 4 personnes des formations, donc ta formation de l'abandon à la réussite et Tout à ta fait. formation Objectif Lune. Tu vas en parler rapidement? Oui, bon, la formation de l'abandon à réussite, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est cette formation sur le focus, sur rester concentré, sur comment arriver à gérer différents projets en même temps, travailler la concentration à court et à long terme. Donc ça, comme c'est essentiel pour gérer, surtout quand on est entrepreneur, c'est pour ça que j'ai jugé bon, parmi toutes les formations, j'ai une dizaine de formations, parmi les dizaines de formations, je me suis dit c'est celle-là qui est vraiment la plus adaptée. D'accord. Et la méthode Objectif Lune, c'est plus en amont, c'est comment arriver à gérer un projet au départ, mettre en place la bonne définition d'objectifs, les pièges à éviter également. Et c'est une vue d'ensemble sur la réalisation d'objectifs avec toutes les bonnes pratiques, les bonnes méthodes et comment mettre en place les premiers plans d'action. Voilà un petit peu pour le détail. Super, merci Nicolas. Pour ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent aller? Donc sur nicolaspen.fr. Voilà, sur nicolaspen.fr, bon, il y a déjà de quoi faire. Qui regarde aussi, il y a une inscription par mail, donc j'offre un cadeau et citation de la réussite, des citations. Et là, je communique beaucoup. En fait, je communique pas mal aussi par les articles du blog, mais aussi pas mal par mail. Donc justement, des petites promos par-ci par-là, des petits trucs aussi sur lesquels je fais pas forcément une communication très directe sur le blog. Donc, qu'ils n'hésitent pas, ils trouveront toujours des choses à se mettre sous la dent. Ok. Voilà. Super, merci Nicolas. Et puis bon, on se voit le 19 avril. Bon, d'ici là, il y a une web conférence, j'en parlerai. Donc le 25 mars, on en fera une autre aussi. Je suis super content de travailler avec toi, de t'avoir découvert. Je pense qu'on a beaucoup appris de ton expérience et puis certainement cool. qu'on aura l'occasion d'en reparler, d'apprendre mutuellement de tout ce qu'on a, de tout notre parcours. Et bah merci encore une fois pour l'encouragement que tu es, pour vraiment l'énergie que tu donnes sur la blogosphère, c'est génial. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'interview et pour l'invitation sur la conférence. Et puis, à très bientôt. Mais j'espère vous voir tous sur la conférence pour échanger un petit peu en live. Ça sera plus sympa. À bientôt et bonne journée. Merci Nicolas. Ciao.